ceci. Et voilà. Alors bonjour, si vous êtes connecté, vous êtes entré donc dans notre petit système tout nouveau de visioconférence et de webinaire. Et d'ailleurs, c'est notre premier webinaire ce soir. Voilà, et je vois que quelqu'un commence à écrire. Bonjour, Cyril, bienvenue. Parfait, eh bien, il y en a qui ont tout de suite trouvé le chat. Vous êtes déjà 51. Il y a 51 personnes connectées. Ce soir, on avait plus d'inscrits que de places, puisque ce webinaire est limité à 100 places. Donc voilà, on compte sur les absents pour que personne ne soit déçu. De toute façon, je vous expliquerai que ce webinaire sera ensuite enregistré et dans une semaine et demie, on le diffusera sur notre chaîne YouTube. Voilà, et vous pourrez le partager si vous avez apprécié les infos et les orateurs, mais ça, j'en doute pas. Alors, je vois que vous commencez à utiliser le chat. Eh bien, je vais vous donner une petite astuce. Si vous avez des questions durant le speech des orateurs, n'hésitez pas. Vous avez à poser des questions, mais vous avez un petit module là juste au bout avec un point d'interrogation et un point d'interrogation dans une bulle. Si vous l'activez et que vous écrivez, ça pose une question, ce qui fait qu'on pourra avoir facilement accès à votre question ensuite pour venir la traiter, puisqu'il y aura une session de questions-réponses à la fin, du speech. Voilà. Voilà. Enfin, et donc on pourra par exemple, hop, si je pose une question, on pourra ici afficher par exemple la question. Donc voilà, donc n'hésitez pas à activer ce petit mode là quand vous avez des questions à poser. C'est toujours plus facile pour nous ensuite de les traiter. Hop. Alors, je vois que nous avons 58 personnes connectées, 59. Alors voilà, alors je vais commencer tout de suite simplement pour mettre un petit peu de contexte. Vous êtes là, vous êtes présents, vous êtes nombreux. On ne s'attendait pas du tout à avoir autant de monde compte tenu de la communication un petit peu à la dernière minute qu'on a faite sur cet événement. Merci beaucoup. Le contexte, il est que nous sommes un organisme de formation à la construction écologique. Alors, il y a certainement un certain nombre d'entre vous qui nous connaissent déjà par le biais de nos formations. J'ai vu un certain nombre de noms que je connaissais et que j'ai vus dans nos listes d'inscrits en formation. Et on a, pour l'année 2022, et puis du coup fin 2021, décidé d'organiser des webinaires, des conférences en ligne avec des experts dans leur domaine. Aujourd'hui, l'architecture organique, demain, d'autres sujets qui nous restent à déterminer, certainement d'ailleurs avec votre aide. Et donc, nous allons traiter, donc avoir un webinaire par mois pour traiter un certain nombre de sujets. Alors, parfois adressés aux architectes, mais parfois à d'autres métiers, mais toujours dans le cadre vraiment de sujets vraiment d'expertise et extrêmement précis. Alors pour ceux à qui j'ai pas eu l'occasion de dire d'où on vient, Gara, c'est un tout jeune organisme de formation. On est né en 2018 et encore on n'était pas vraiment organisme de formation. On a décidé de créer l'entreprise sur un chantier participatif en Ariège en bois et paille, alors, très très loin du monde urbain et du type de formation qu'on occupe aujourd'hui, parce qu'on fait des formations aujourd'hui notamment réglementaires avec des formations à l'ARE 2020. Et cette entreprise, j'ai décidé de la créer après un voyage en stop, un tour du monde en stop, qui m'a renversé le cœur, clairement. Et Gara, ça veut dire maison en népalais. Voilà. Donc, puis c'est aussi un mot de 5 lettres qui existe en .com, donc très facile pour le nom de domaine. C'était un des derniers qui n'était pas pris, donc voilà. Et c'est très facile à retenir.
Hop. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour écouter, comprendre et un peu plus loin, aller essayer d'apprécier la démarche de l'architecture organique. Mais c'est pas pour rien qu'on organise ce séminaire, puisque nous, derrière, nous avons produit en collaboration avec l'IFMA, avec IFMA France, deux formations. Donc la première qui aura lieu alors du 1er au 3, ce sont des formations de 3 jours, du 1er au 3 décembre prochain, ce sont des formations qui sont plutôt destinées aux architectes, mais ouvertes à toutes et tous. Et la première, architecture organique, perception sensible et bioclimatique du site, qui sera une grande première donnée au phare. Et à ma connaissance, il n'existe pas d'autres formations sur ce sujet, en tout cas immédiatement accessible en France. Voilà. Donc une petite exclusivité qu'on est très heureux de vous proposer. L'idée de ce webinaire, eh bien, c'est un peu plus que vous donner l'eau à la bouche, c'est vraiment de vous donner des infos pertinentes sur ce qui a déjà été fait, puisqu'on a fait un premier stage test lors d'un festival cet été. Certains d'entre vous ont peut-être reçu le mail. Je sais que certains d'entre vous ont participé à ce festival. Et donc, au cours de ce festival d'architecture, la première formation a eu lieu. Cantercel. Voilà. Hop. On peut dire plutôt d'été. Comment ? On peut dire plutôt université d'été que festival. Université d'été, d'accord. Alors, je vais commencer par vous poser des questions. Alors, on va faire un petit sondage. Hop. Et voilà. Alors, moi, c'est simplement pour savoir d'où vous venez. C'est pour mieux comprendre. Donc là, vous avez la possibilité de répondre. Donc ça, des sondages, des petites questions, petits sondages comme ça, vous en aurez d'autres. Alors n'hésitez pas. Ah bah voilà, je vois qu'il y a du oui, du non. Alors je vous afficherai les réponses bien sûr juste après. Donc connaissiez-vous Gara avant de participer à ce séminaire? Eh bien, je vois qu'il y a principalement non. Eh bien, c'est l'occasion d'une belle découverte. En tout cas, j'espère. Voilà. Ok. Et avez-vous fait une formation avec Gara? Alors, j'ai quand même 9 anciens stagiaires avec nous. Merci d'être là. C'est chouette. Donc, c'est pas mal. Alors, pour l'instant, 9 en tout cas. Et quel est votre métier? On a beaucoup d'architectes. On a un tout petit peu d'artisans et des gens qui ne sont pas là à titre pro. Et on a une personne qui trouve que cette question est inappropriée, car je ne suis pas des Philippe. Alors ça, c'était pour la petite blague. Mais ben voilà, et ça a changé d'ailleurs. Ok. Comment? Bienvenue à cette personne. Ouais, bienvenue à cette personne, oui, nous l'accueillons avec plaisir. Bon, je vais en profiter pour présenter Jean-Luc et Isabelle, qui seront nos intervenants de ce soir. Alors, juste pour cadrer un peu le temps, on avait prévu 1 heure. Je pense qu'on n'atteindra pas 1 heure. Hein. L'idée, c'est de vous libérer avant 19h. C'était vraiment 1 heure maximum. Donc là, voilà, les petites 10 minutes de présentation de Gara sont faits. Alors, je vais vous présenter, on va commencer par Jean-Luc, parce qu'il va être le premier à intervenir. Désolé pour la galanterie pour cette fois. On va faire par ordre d'apparition. Alors, Jean-Luc, il est le fondateur d'une notion qui s'appelle la bioarchitecture, qu'il a un petit peu ramené dans ses valises d'Afrique, où il a vécu 4 ans. C'est aussi l'organisateur pendant plus de 10 ans du Salon de l'Habitat. Voilà. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Juste après, vous entendrez l'intervention d'Isabelle. Alors, ce sera découpé à peu près 15 minutes hein, pour les interventions. Isabelle, alors, ça se résume pas à ça, Isabelle, mais Isabelle Val-de-Flore, c'est notamment 40 ans de carrière tournée vers l'architecture organique. Alors, l'architecture organique et écologique, hein, parce qu'on va voir ensemble que c'est les deux faces d'une même pièce. Elle a notamment fondé avec Jean-Luc IFMA France. Alors, Jean-Luc, tu peux me répéter ce que c'est IFMA?
International Forum Homme Architecture. International Forum Homme Architecture. Et donc, on a une entité française de l'IFMA grâce à cette équipe voilà, qui a fait notamment les cahiers de l'IFMA qui sont éminemment intéressants. Donc voilà. Bon, eh bien, on va peut-être commencer. Je regarde, on a 67 personnes, parfait. Bon, les autres pourront nous rejoindre en cours. Ah oui, j'oubliais, je ne suis pas sûr de l'avoir dit, ce webinaire sera enregistré, retransmis sur YouTube. Bien sûr, vous serez avertis et voilà, on vous donnera le lien pour que vous puissiez partager. Jean-Luc, je vais lancer ta présentation. Alors, je vais finir Non, je vais laisser le vote, d'ailleurs. Non, je peux enlever le vote. Et voilà. Fin du vote. Et voilà. Alors, la présentation est ici. Et voilà, moi je vais couper mon micro pour éviter les bruits parasites. Isabelle, bah, c'est comme tu veux, parce que si tu veux intervenir, voilà, donc tu peux couper ou laisser ton micro. Et voilà, n'hésitez pas encore une fois à poser des questions. Comme je vous le disais, vous avez un petit icône avec une bulle sur la droite, de là où vous pouvez taper le texte, hein, sur le champ texte. Si vous cliquez dessus, il s'active en bleu. Et à partir de là, tout ce que vous écrirez sera une question. Donc ce sera stocké à part et nous, on pourra y revenir après, pendant le temps d'échange que nous aurons à la fin de ce webinaire. Voilà. Très bien, merci. Bonjour à tous. Voilà, et on attaque avec cette présentation générale. Alors, il est difficile de présenter en une ligne ce que peut être l'architecture organique. Je pense que ça va bien entendu venir avec le reste de la conférence. Mais en tout cas, voilà, au départ, aujourd'hui, cette architecture organique commence au 19e siècle. Elle continue jusqu'à nos jours sous ce nom, sous cette référence. Et elle prend, on va dire, racine, pour utiliser le mot adapté, avec les travaux d'un architecte, Louis Sullivan, qui s'appuie en fait sur toute cette dynamique de l'art nouveau de cette époque. Et j'aime à représenter d'une part sur la gauche de l'écran cette vision de l'homme en relation harmonieuse avec son environnement, qui est l'image de notre ami Léonard de Vinci, qui inscrit l'homme dans une géométrie et dans un rapport de dimension avec son environnement, donc un rapport d'harmonie, et de montrer, bien entendu, chez Louis Sullivan, les premiers travaux qui vont sortir de ce qu'on faisait jusqu'à présent dans l'architecture classique, c'est-à-dire soit reprendre l'architecture du temple grec, soit plaquer des décors initiés des temples grecs ou romains sur les monuments et sur les bâtiments officiels, et sortant de ça, appuyer sur les images de la nature, développer cette notion d'art nouveau avec la mise en œuvre des plantes, du végétal et la représentation du monde végétal et de la nature. À partir de là, il y a énormément d'éléments de représentation qui naissent avec l'image d'une harmonie de la nature. Et cette représentation harmonieuse va faire partie de la préoccupation fondamentale de la démarche d'organicité. Et puis, ensuite de ça, je citerai forcément pour les architectes Frank Lloyd Wright, qui a été véritablement le porte-drapeau moderne de l'architecture organique contemporaine et qui continue dans sa démarche. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de lire, c'est non seulement les ouvrages, mais comment on appelle ça, excusez-moi du mot, je vais le retrouver, son testament. Et lire le testament de Frank Lloyd Wright, c'est trouver le mot nature, le mot environnement, le mot harmonie, le mot vie, le mot homme, et quelque part le mot spirituel, quasiment à toutes les pages de son testament, dans sa relation qu'il exprime avec son pays, son terroir et la pratique de son architecture. Et donc, voilà, ça va être, en tant que cela, l'homme représenté dans son architecture, en tant que corps, en tant qu'âme, en tant qu'esprit, l'homme global, en fait. J'aime à représenter tout de suite une des images qu'on présente dans la formation, qui est en fait un ouvrage de Reilly et Reima Pietila,
Et j'aime pouvoir rentrer dans cette définition de l'architecture organique en disant, voilà des gens qui l'ont pratiqué et dont on sent dans le dessin, dans la pratique architecturale dessinée, l'attachement au territoire. C'est des gens qui ont une forte représentation de ce que peut être la Finlande. Ils sont finlandais, ils ont construit un bâtiment pour la présidence de la République à Mantiniemi. Et on sent dans le dessin et dans le trait de crayon l'image et l'âme de leur pays, l'âme de leur terroir, et les traits caractéristiques de la roche, les traits caractéristiques du paysage. On voit ici l'image des traits des arbres, des traits des sapins, le graphique de l'eau et surtout l'âme, le dessin de la roche qui est repris dans les éléments structurels du dessin de leur architecture. Et on sent comment la nature du terroir, la nature de leur pays, dont ils voulaient donner la représentation au travers de leur architecture, prend et s'inspire directement des traits caractéristiques, des lignes de force qui représentent les données de leur pays. Et donc, les images que je présente là seront partie d'images qui seront données dans la formation. Vous avez sur la gauche des textes qui résument, que vous retrouvez dans notre description de la formation, les différents points qui seront abordés dans le principe de la formation. Ce qui va être important dans cette démarche, et là j'attache dans la pratique Jean-Pierre Campredon, l'atelier Sens Espace, Cantercel, où par rapport à toute cette relation qui se fait dans l'architecture contemporaine avec les traits de la nature, l'architecture organique telle qu'elle est va s'inspirer du paysage, elle va surtout s'inspirer du rapport que le maître d'œuvre, l'architecte, va pouvoir établir avec son maître d'ouvrage, avec son client, sur un site, et comment l'architecte en tant que tel va être un petit peu la graine qui va représenter, qui va permettre par le travail de projet de faire fructifier l'esquisse, de faire fructifier le dessin du projet pour aboutir, je dirais, de la graine à l'arbre. Le projet, la réalisation elle-même sera l'arbre accompli à partir de cette graine. Et pour pouvoir travailler cette perception, faire ce mouvement d'épanouissement, Jean-Pierre, qui sera lui le premier intervenant dans la formation prochaine, fait surtout travailler les personnes, les stagiaires et les architectes qui s'intéressent à la démarche sur les perceptions sensibles, sur la façon dont le corps s'inscrit dans le paysage, sur la façon dont il va percevoir de façon sensible ce que le paysage transmet, donne comme information, et comment ce paysage et comment le lieu, le site, le terroir va pouvoir définir un certain nombre de lignes de force et donc permettre dans le travail de l'esquisse, non pas de venir plaquer des images, puisque c'est très souvent la pratique architecturale, on va chercher des images qu'on aime ou qui nous sensibilisent et on va reproduire ou chercher à reproduire ces images ou ces ambiances dans les projets. Et en fait, on tombe dans des pièges qui nous limitent dans la créativité. Et là, il est question de se débarrasser du mental pour mettre le vital en évidence et partir à partir du site, à partir du lieu, à partir de soi, à partir du concepteur en tant qu'individu, en tant qu'être vivant, pour se mettre directement en lien avec les éléments vivants qui structurent le site et qui vont par là permettre de structurer la création de l'esquisse et le dessin de l'esquisse. Et donc, c'est des pratiques qui sont extrêmement intéressantes et qui seront mises. Il y aura une sollicitation sur site quand on fera la formation où les gens, les stagiaires qui seront là, seront invités à faire eux-mêmes ce travail de ressenti, d'intériorisation de ressenti du travail et d'expression de ce que sont les lignes de force sur le site. J'enchaîne ici avec les éléments, les thèmes, comment je dirais, bien aimés de Jean-Pierre et de l'atelier Sens Espace, qui prend ses racines dans les ateliers d'Hervé Ballet, né à l'école spéciale d'architecture. Là, il y a une photo des étudiants en 1974, mais cette école est née en 1968, suite au mouvement de 68, où directement dans les ateliers, on n'est plus dans la formation classique, mais on intègre le corps et le mouvement de corps pour comprendre quelle est la relation du corps avec son environnement. Et on voit sur la gauche les notions, les termes qui reviendront souvent dans les travaux que l'on va faire. Cette notion de frontalité, par exemple, l'être humain dans sa nature
par rapport à sa structure, se présente essentiellement dans sa frontalité. Et c'est normal parce que la majorité de ses sens sont tournés vers cette frontalité. C'est un petit peu le dessin en bas à gauche sur l'image, où on aura cet axe essentiel de l'individu tourné vers le devant, des latéralités qui seront ici, qui permettent de rassurer le personnage sur ses côtés, et puis une problématique qui est la fragilité que l'on représente avec le dos. Je dirais, une des choses intéressantes en anthropologie, c'est de s'apercevoir que la peau du dos, chez les individus, est la peau la plus épaisse de l'ensemble du corps. Parce qu'au travers depuis l'Anthropocène, là, depuis le début de la présence des hommes sur Terre, c'est le dos qui prend les coups, c'est le dos qui prend les griffes, et c'est le dos qui se protège le plus. Et donc c'est bien là, ce dos, que l'on a besoin de protéger, et dans le projet qu'on va réaliser, eh bien, il faut pouvoir donner à la maîtrise d'ouvrage, il faut donner à notre client la possibilité de se sentir dans une réelle sécurité par rapport à l'ancrage dans son paysage. Et donc, on voit ici les quelques dessins qui ont été mis en évidence, quels sont les rapports de la frontalité, quels sont les rapports qui se trouvent les individus les uns entre les autres. Et ce sont des éléments et des expériences sensibles qui est important de pouvoir vivre, et non pas uniquement d'intellectualiser, mais de les vivre dans une mise en œuvre réelle, ce qui se pratique au travers du travail de la formation. Je présente ici quelques éléments rapides, cher à Jean-Pierre, Campredon, donc sur la notion de dorsalité, par exemple, sur l'individu qui travaille et concentré sur son travail. Il présente une dorsalité qui est finalement absente pour lui. Il est concentré sur son travail, son dos n'est pas là. On a une autre image sur la notion de frontalité et d'ouverture. C'est un geste que l'on reconnaît automatiquement à la lecture comme étant un geste d'accueil. Ce geste d'accueil est vraiment une ouverture, mais qui montre aussi comment il peut y avoir une fragilité dans le dos de l'individu. Et puis en bas à droite, on voit comment la latéralité peut s'exprimer. Ce sont des images qui sont synthétiques et qui permettent de comprendre l'expression de ces choses. Le développement de la latéralité, la personne qui court, finalement, elle est axée sur son mouvement et sa latéralité. Faites l'exercice de le répéter plusieurs fois de suite, d'ailleurs, c'est amusant. Cette latéralité permet de garantir son bon fonctionnement et de se garantir une sorte de sécurité par rapport à son milieu, à son environnement. Puis on a cette image qui représente aussi la façon dont la dorsalité va être une façon de s'incliner devant dans un acte de spiritualité, de s'incliner pour se concentrer sur une notion de prière. Donc ces attitudes du corps, elles expriment quelque chose, elles disent quelque chose, et elles nous permettent en même temps de ressentir quelle relation nous avons à l'espace, et donc de pouvoir traduire dans l'espace une mise en relation avec nos maîtres d'ouvrage, avec nos futurs clients, avec nos habitants de nos projets, de façon à ce que ceux-ci se sentent bien, à l'aise et en relation avec le monde vivant dans leur habitation. Alors cela a à voir avec des sensations d'espace, avec ce que Jean-Pierre appelle la permanence du site. On voit ici l'expression de cette grotte. Et dans cette grotte, vous vous sentez totalement à l'abri. Vous êtes dans une situation d'ancrage où on se trouve finalement protégé et avec une orientation, un axe de visée qui est donné par l'ouverture de la grotte. Les latéralités sont sécurisées. On peut s'appuyer sur ces latéralités pour pouvoir garder un équilibre, se sentir en sécurité, se sentir fort, et puis avoir cette ouverture du paysage avec les paysages intermédiaires, les différents reliefs d'horizon qui définissent des points de vue. Et donc on saisit bien au travers de cette image ce que peut être la définition d'un axe essentiel qu'on pourra donner à un projet par rapport à une notion de tâche. Alors bien sûr, ce sont des images, je pourrais dire presque caricaturales de l'expression et du ressenti de ces termes-là. Sur l'image de droite avec l'arbre et le paysage lointain, je poserai la question à chacun, où est-ce que vous allez vous asseoir dans ce paysage? Et je suis quasiment certain que par expression spontanée, vous arrivez devant ce paysage, vous allez vous asseoir au pied de l'arbre
Pour quelles raisons? Ben, pour vous protéger dans votre dorsalité et pour bénéficier de l'ouverture que vous avez pour percevoir l'ensemble du paysage et pouvoir baliser à la fois une surveillance, parce que ça reste dans les traces de l'humain, une surveillance et en même temps une vision lointaine qui vous permet d'être sécurisé dans ce paysage et de bénéficier de la force vitale de ce paysage. Les deux autres images montrent des points plus particuliers, les mouvements du lieu, la gravité, la présence de l'eau, le fait d'être dans un site plutôt enfermé, où tous ces points d'ancrage, où les limites, les points de fuite sont réduits. Et on a donc autre chose à mettre en valeur si on travaille sur un site comme celui-ci. Il y a d'autres notions plus intimes qui sont à voir dans ce cadre-là. Et puis la permanence à ce niveau-là, les lignes de pénétrabilité, c'est un peu comme dans une rue, vous avez les murs qui vous maintiennent et puis l'horizon visuel qui se décline devant vous. Alors, j'en suis où ici? Donc après, le travail du séjour de stage, de formation, en fait, va s'adapter à un terrain précis sur lequel Jean-Pierre a défini un certain nombre, Jean-Pierre et nous-mêmes avons travaillé avec un certain nombre d'outils. Ici, ces petits schémas sur les côtés représentent les fameux points d'attache, en rouge, le point d'ancrage en orange, les visions intermédiaires du paysage et la flèche qui représente la ligne de fuite, la vision lointaine. Et on voit sur le dessin de gauche tous ces petits points qui sont représentés, qui sont des futures positions de projets probables. Et si à l'un de ces points ou un autre de ces points un projet se développe, eh bien, on a déjà au travers de ces petits outils des éléments qui permettent de prévoir et d'imaginer ce que sera l'esquisse du projet appuyé sur ces lignes de force qui sont définies par ces petits outils. Autre travail qui va se faire sur le site, c'est le travail de lecture avec des notions ici sur le terrain, qui est en fait le terrain de Cantercel, magnifique terrain à voir et à visiter, où on verra ici en rouge, avec ces formes qui sont plutôt creuses, les notions de concavité du terrain, une notion d'absorption, le terrain va vous absorber, vous allez être quelque part protégé par le terrain, et puis les notions de convexité, où au contraire, on a des notions, des sentiments de vision lointaine, de surveillance du site, de perception des événements, et de se dire par rapport à ces éléments-là, le projet va prendre certaines formes, le projet va s'intégrer après en intégrant bien sûr d'autres données que l'on va voir ensuite. Donc ici, j'ai mis quelques images que reconnaîtront ceux qui sont là, peut-être Cédric, Shaina, Samantha, qui étaient présents à cette formation. Et on voit, voilà, les personnes sont dans le site, on est présent sur le site, on a sa planche, on ressent les choses, on dessine, on représente ce que l'on ressent, on le marque sur des plans, les plans sont là, les supports sont là, et on sort des esquisses, et sur ces esquisses, on va définir des axes, et on commence à sentir naître l'esquisse du projet au travers de cette forme qui est la graine qui commence à développer, la graine qui prend racine sur le terrain et qui va pouvoir développer son axe et son arbre en termes de projets réalisés. Voilà, quelques éléments qui sont intéressants. Ceux qui aiment dessiner vraiment sont invités à dessiner. Puis ceux qui ont l'habitude de travailler sur informatique, eh bien, on va essayer de les inviter à oublier l'informatique parce qu'on va oublier les schémas préconçus, on va oublier un petit peu la mentalisation excessive et on va se donner à cette part de vitalité et de sensibilité qui est dans l'homme, dans l'humain, sont des valeurs fondamentales de l'humain et qui, à partir de là, permettent de ressentir réellement la création d'un projet qui va être réellement du lieu, inséré dans le site, un projet situé, comme dirait notre ami architecte André Ravero. Voilà, donc à partir de là, on va commencer à concaténer d'autres informations qui sont les informations de la bioclimatique. Ça, ce sera des modules qui seront vus avec notre collègue Pauline Denichandre, qui va bien entendu attaquer tous les aspects de la bioclimatique et qui présentera dans la formation un certain nombre d'outils
qui sont importants à prendre en compte. On a aujourd'hui des logiciels extraordinaires qui vous permettent de voir tout de suite les ombrages, voire de calculer les coefficients de résistance thermique des différentes parois. Eh bien, ceux-là, on va les laisser de côté. Ils seront là uniquement, et c'est le merveille des chiffres, ils seront là pour vérifier le travail. Mais nous avons à travailler avec ce type d'outils, avec le dessin, avec le graphisme, et avec les informations qui sont contenues là pour pouvoir véritablement comprendre le site et restituer une esquisse qui soit une véritable, un véritable objet né du lieu, qui soit né de l'homme et né du vital. Alors je passe rapidement, ce sont quelques slides que Pauline a partagés avec moi pour montrer qu'on va analyser la pluie, le vent, les températures dominantes, tout ça aura à voir avec l'orientation de l'esquisse, la façon de gérer l'esquisse sur le terrain et après la manière de mettre en œuvre des matériaux qui seront adaptés selon les façades, selon le projet que l'on va faire et selon les différentes nécessités du programme. Je passe rapidement sur ces éléments. Ici, on a la notion de masque solaire. Et puis, en définitive, une petite image que Pauline aime bien avec ce projet en région parisienne, où un architecte, je ne sais pas si on voit ma flèche, mais un architecte a voulu intégrer une notion organique à l'intérieur d'un projet pour être en capacité d'obtenir un maximum d'ensoleillement dans son bâtiment. Et cette petite forme qui est en creux dans le projet lui permet, en rapport avec le dessin du parcours solaire entre parcours d'hiver et parcours d'été, a permis de définir une forme organique, on va dire, d'une certaine façon, de ce projet. Voilà, donc en gros, je terminerai dans ma démonstration avec cette petite image qui est une esquisse réalisée par une étudiante, une jeune étudiante qui était présente avec nous à Cantercel cet été, qui n'avait pas de notion d'architecture particulière et qui, au bout de 3 jours de formation, avait sorti cette esquisse qu'elle est en train de nous expliquer avec une très grande sensibilité. Et ce qui veut dire qu'avec cette approche, on peut arriver très vite à intégrer une esquisse de projet dans un site en étant directement lié avec le lieu, directement lié avec sa vitalité, avec la vitalité de l'architecte bien entendu, et avec l'ouverture à la nature, avec l'ouverture à l'esprit finalement qui anime cette notion de projet. Alors voilà, c'était un peu une cavalerie, hein, j'ai avancé, j'avais beaucoup de choses à dire. 16 minutes, je te passe la parole Isabelle pour la suite, où tu vas parler un peu plus de l'architecture. Merci. J'ai pas encore l'image, Hugues. Ça y est, Hugues arrive avec. Oui. Bonjour à tous. Alors, Donc, et voilà. Voilà. C'est bon, Isabelle. Voilà, donc comme vous l'avez vu, la première étape de la démarche organique, on a vraiment appelé ça une démarche organique, parce qu'une démarche, ça se fait de manière vivante. Donc, c'est un processus vivant. Et donc, on part du site, on part des perceptions de sa propre corporéité, et on part aussi de l'environnement qui nous entoure, donc le soleil, les vents, les vues, tout ce qui est rapport avec le climat et l'environnement extérieur. Donc la maison ou le bâtiment se construit entre l'intérieur, donc notre propre vécu, et tout ce qui entoure. Et ça, ce sera la première formation, puisqu'on a 2 modules de formation. Donc la première formation devrait aboutir aux caractéristiques du site, voilà, d'un premier organigramme de projet, mais en rapport avec le site, les vues, les dorsalités, etc., tout ce qu'on a vu. La deuxième étape, donc, c'est de partir des lois de la nature. Donc, comment est-ce qu'on conçoit le projet organique? Alors, s'inspirer du langage des formes et des couleurs dans la nature. Si on parle des couleurs, ça parle plus directement à notre sentiment et on va chercher à comprendre comment les couleurs naissent dans l'atmosphère. Donc, on a des couleurs atmosphériques, le bleu du ciel. Pourquoi le bleu du ciel apparaît? Pourquoi le rouge apparaît lors d'un coucher de soleil? Et ça, ce sont des phénomènes primordiaux
qui donne naissance à la couleur entre la lumière et l'ombre. Là, vous voyez par exemple cette magnifique couleur qu'on appelle l'indigo, donc qui est une des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et cet indigo, on le voit là dans les nuages, donc c'est un bleu profond, c'est entre le bleu et le violet. Et on le voit aussi au fond du paysage vert, où là, on avait un orage qui arrivait, et donc ce contraste entre le vert jaune et le violet, tout ça, ça nous parle. Alors maintenant, quand il s'agit des formes, comment comprendre le langage des formes? Donc le langage des formes, il parle à la vie en nous, donc notre vitalité. Et première question, est-ce que vous avez déjà remarqué en observant un arbre que l'arbre fait un certain geste et qu'il y a un mouvement général qu'on retrouve dans chacune de ses parties? Si vous regardez le tronc, vous regardez la branche qui part du tronc, elle fait un certain angle. Et ensuite, vous avez les différentes ramifications jusqu'aux petites brindilles. Vous avez quelque part le même angle. Alors, bien sûr, dans le vivant, c'est jamais parfait, c'est pas de la géométrie figée, mais vous avez un geste qui est le même. Et si on regarde ensuite la forme générale de l'arbre et la forme de la feuille, mais il y a quelque chose qui parle. Il y a quelque chose, c'est le geste de l'arbre dans toutes ses parties et dans sa globalité. Alors ça, on regardera différents arbres pour voir les différences. Et donc, la nature travaille avec une géométrie naturelle. Donc, c'est pas la géométrie figée des carrés, des triangles qui travaille avec le monde inanimé. La géométrie vivante, elle travaille avec les fractales, par exemple, c'est-à-dire elle reproduit en petit ce qu'on a en grand. Elle travaille avec la spirale aussi. Et cette spirale qu'on voit dans la fleur de tournesol, c'est la courbe de croissance harmonieuse, elle est basée sur le nombre d'or. Le nombre d'or, on le retrouve dans tout ce qui est vivant, donc dans le corps humain, la belle figure de Léonard de Vinci avec le corps humain, donc on a des rapports entre les bras par exemple, l'ensemble du corps, chaque partie est découpée suivant ce rapport du nombre d'or, et on retrouve cette même courbe dans le cœur de la fleur de tournesol. Alors, si on essaie de comprendre les lois du vivant, en fait, on a deux mouvements. On a la métamorphose. Donc, la métamorphose, c'est le processus de croissance et de décroissance. Donc, le processus de croissance, il part d'un bouton, comme on peut voir sur la gauche. Ce bouton est rempli de tous les potentiels qui vont ensuite se manifester dans la fleur. Donc, petit à petit, va se construire la tige, les feuilles et puis les fleurs. Et donc, il faut se dire que dans ce bouton, il y a tout en potentiel. Alors, il y a une métamorphose entre le bouton, la fleur, et ensuite, ce que vous allez voir apparaître, j'ai trouvé ça merveilleux, merveilleusement beau. Quand tous les pétales sont tombés, on a des étamines. Donc là, j'ai gardé sur la photo quelques étamines qui sont des métamorphoses. Les étamines sont des métamorphoses des pétales, mais resserrées. Et qu'est-ce qu'on voit se former? On voit se former le fruit, le pistil, ce qui va contenir les graines futures. Et ça, c'est l'intériorisation des forces du soleil, des forces qui ont fécondé en fait la fleur, sont là et vont se reconcentrer donc dans le processus de décroissance, donner le fruit puis les nouvelles graines. Et donc en bas, on a le bouton de la fin, quoi, le bouton tout plein de petites graines futures qui va donner la prochaine fleur. Alors, le mouvement d'architecture organique, comme Jean-Luc l'a dit, il a pris naissance à la fin du 19e siècle. Et ça, c'est étonnant parce que dans différents pays
d'Europe, des États-Unis, des grands architectes ont cherché une inspiration nouvelle à travers la nature en essayant de pénétrer les lois du vivant. On était arrivé à une répétition avec le classicisme et le néoclassicisme. On répétait en fait des formes qui n'avaient plus de vie, et pour redonner de la vie à ces formes, donc certains architectes se sont penchés sur les lois de la nature. Et donc ce courant a traversé tout le XXe siècle, tandis qu'en parallèle, le style moderne international se développait, et il ressurgit au XXIe siècle avec une certaine force, avec l'intérêt pour l'écologie, le besoin de retrouver un lien avec la nature, ses rythmes, ses cycles, sa vitalité, son mouvement. Alors je vais présenter quelques architectes organiques, et un petit exercice, on va vous demander combien d'architectes organiques connaissez-vous parmi ceux qui vont vous être présentés. Je pense que c'est plus simple de dire ceux qui vont vous être présentés, parce qu'il y en a d'autres encore, mais ça va être plus compliqué à répondre. On mettra cette question après ta présentation, du coup. D'accord. Alors, Louis Sullivan, Jean-Luc en a parlé. Donc lui, il s'est penché vraiment vers les formes de la nature. Vous avez des esquisses de lui où on voit, il a cherché à comprendre les formes des végétaux. Donc dans la première ligne, vous avez des végétaux plutôt des formes pleines, et puis ça se découpe petit à petit, et on voit que la forme, elle naît entre l'intérieur, une intériorité forte, ce qu'on a vu dans le bouton par exemple, et l'extérieur où elle va se faire ciseler par les forces, par l'air, le soleil, par toutes les forces extérieures. Et donc, ce qui intéressait Sullivan, c'est justement ce rapport entre la vie et la forme. Et donc, pour lui, toutes les choses ont dans la nature une forme, un aspect extérieur qui nous indique ce qu'elles sont. Donc, elles s'expriment ce qu'elles sont à travers leur forme. Et la vie et la forme sont un tout inséparable. Et ça, c'est la loi de tout ce qui est organique ou inorganique, c'est que la forme suit la fonction. Ça, cette phrase de Sullivan, c'est la naissance de toute architecture moderne. Ça a été interprété différemment par l'architecture fonctionnelle, mais pour Sullivan, c'était le rapport entre la vie et la forme. Donc, c'était la vie organique donne forme et selon la fonction. Donc, on peut le considérer comme le père de l'architecture organique. Il a cherché dans ses bâtiments à utiliser des ornements végétaux. Alors, Antoni Gaudí, donc j'ai choisi cette image plutôt que la Sagrada Familia. Bon, la Sagrada Familia, c'est l'œuvre de sa vie, c'est absolument magnifique. Dans la Sagrada, il a cherché à s'inspirer de la forme des troncs qui se divisent en branches. Mais là, c'est une œuvre assez tardive, c'est la crypte Güell. Et là, on a vraiment un espace incroyablement vivant parce que si vous regardez, les poteaux sont pas droits. Donc les poteaux amènent une certaine tension. Ça, il a beaucoup travaillé avec ça, Gaudi, parce que la mise en tension, c'est on ressent la pulsation de vie quand on met en tension les formes et que les unes et les autres, elles s'équilibrent. Donc, on a ces colonnes qui sont pas droites, il y a des colonnes tout à fait différentes, il y a plusieurs types. Et puis, on a ces voûtes. Alors, les voûtes en briques qu'on voit, c'est des voûtes catalanes, mais réinterprétées par Gaudi avec la forme d'une hyperbole. Et l'hyperbole, c'est quelque chose qui exprime bien le vivant. Il y a des formes comme la paraboloïde hyperbolique à double courbure qui sont des formes qui apparaissent dans les êtres vivants, dans les choses vivantes. Alors chez nous, on a Hector Guimard, donc le style métro. Donc peut-être que au moins celui-là vous le connaissez.
parce que il est très connu, c'est l'Art Nouveau. Et donc, autour de 1900, on voit apparaître l'Art Nouveau, le Jugendstil, le Modern Style. C'est dans tous les pays. Donc, on a Horta à Bruxelles, on a Van de Velde, on a plein d'architectes dans différents pays qui cherchent à retrouver les forces naturelles et l'expression naturelle dans la décoration. Et donc Guimard disait ce qui est vivant n'est pas symétrique, c'est une tension entre les lignes. C'est ce qu'on voit dans la porte en fer forgé qu'on voit sur la gauche. Frank Lloyd Wright, on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est le plus grand architecte américain, enfin il est très connu. Et pour lui, l'architecture organique, c'était un mouvement basé sur la conviction d'une nouvelle unité de la vie humaine où la science, l'art et la religion sont un. Et là, on voit Taliesin, c'est la réalisation d'un idéal communautaire. Mais Frank Lloyd Wright était vraiment l'architecte de la composition organique, c'est-à-dire où chaque partie est reliée au tout dans une relation organique. Comme j'ai montré tout à l'heure avec l'arbre, qu'on regarde en grand ou qu'on regarde dans chaque partie est dans un rapport vivant avec le tout. Et si on change la forme d'une petite partie, ça change tout l'ensemble, parce que tout est interdépendant. Alvar Aalto, un grand architecte finlandais. Donc pour lui, la propriété la plus profonde de l'architecture consiste en une variété et une croissance qui rappellent la vie organique naturelle. C'est le seul style authentique en architecture pour lui. Et donc là, on voit l'opéra de Essen en Allemagne. Je suis allée exprès écouter un opéra parce que je voulais voir ce bâtiment de Aalto depuis longtemps. Et là, on voit comment les formes se plient, se replient dans des courbures organiques, avec devant cette avancée couverte qui vient chercher le visiteur. Donc Aalto a fait beaucoup de choses, en tout cas en Finlande, ça c'est un des rares projets en Allemagne. Et c'est aussi un des plus grands architectes finlandais. Erik Asmussen, un autre nordique, donc suédois. Lui, en fait, il a travaillé le bois, donc l'architecture, on reconnaît l'architecture suédoise, mais au lieu, d'habitude, elle est rouge, donc c'est fait avec c'est enduit avec du sang de bœuf, des recettes traditionnelles pour protéger le bois. Et lui, il a voulu faire descendre le ciel sur la terre, donc il a utilisé des couleurs de bleu, de vert. Donc il y a différents bâtiments dans cet ensemble, et surtout, en fait, chaque petite forme vient épauler la grande forme. Il faut voir comme des petites parties emboîtées qui s'emboîtent, mais de manière à ce qu'on voit la fonction. Donc il y a des espaces principaux, des espaces secondaires qui viennent s'emboîter dedans. Ton Halberts, lui, il a travaillé en Hollande, donc c'est un Hollandais, et il a fait ce grand bâtiment qui a vu le jour dans les années 80-90, et c'est le siège central d'une des plus grandes banques d'Amsterdam, enfin de la Hollande, et qu'il a fait, donc c'est composé de 10 tours, mais orientées de façon serpentine les unes avec les autres, avec un déroulé de façade maximum pour donner un éclairage naturel. Et c'est un bâtiment aussi qui était à l'époque le deuxième mondial au niveau des économies d'énergie, avec capteurs solaires, c'est ce qu'on voit là, en pentagone là-haut, et puis aussi climatisation naturelle. Imre Makovec, c'est un grand architecte hongrois qui a fait école en Hongrie. Il a formé beaucoup d'étudiants, donc en parallèle des écoles d'architecture, et il a reçu beaucoup d'honneurs de son pays parce qu'il a
on peut dire, retraduit l'architecture hongroise en étudiant le folklore traditionnel, mais de manière organique, en travaillant sur la forme humaine, sur l'espace, et surtout dans le bois, dans la charpente, où il excelle. Et donc, il a été choisi en 92 pour construire le pavillon de la Hongrie à Séville. Et Ricardo Porro, donc lui, c'est un Cubain qui est venu s'installer en France, donc qui a travaillé en France. Il est décédé il n'y a pas très longtemps, on l'a rencontré. On a même fondé IFMA suite à une journée qu'on avait fait avec lui. Pour lui, en fait, il part de la vie qui se déroule à l'intérieur du bâtiment, et de cette vie naît une forme qui va donner une image, que ce soit l'image d'un arbre, d'un papillon, d'un oiseau. Donc ça va prendre forme et ça va devenir parlant et donner une dignité à l'être humain qui rentre dedans. Ici, c'est un hôpital psychiatrique aux Mureaux, et donc on peut voir comment l'homme on lui redonne une dignité dans ce lieu qui est un lieu thérapeutique par excellence. Alors, j'ai fini mon tour des grands architectes qui sont nos inspirateurs, mais il y en a d'autres aussi, on ne peut pas tout mettre. Mais vous allez me dire que ce sont des grands bâtiments, et donc est-ce qu'on peut aussi faire des maisons organiques? Oui, beaucoup. Ça, c'est une maison, c'est une de mes préférées qui se trouve en Belgique, et donc qui a la forme d'une ellipse avec un carré derrière. C'est une harmonie en fait dans le paysage, elle s'appelle la Maison dans le Verger, et c'est un architecte de notre génération qui l'a construit. Donc on vous montrera dans la formation d'autres exemples de maisons, puisqu'on va travailler sur des maisons. Et pour terminer, je vais vous montrer comment on travaille de l'esquisse au projet. Donc ça, c'est le deuxième module de la formation, où on ira de l'esquisse au projet. Donc de l'esquisse selon un site, donc il faut dessiner, on commence par des formes un peu patatoïdes, et puis on leur donne petit à petit une forme, une globalité, et ensuite, grâce à la maquette, on peut travailler en 3D et donner aussi un volume, travailler l'ensemble, le tout avec ces différentes parties. Alors, ce sont des maquettes d'études, hein, pas très élaborées, mais c'est des maquettes vraiment pour créer. Et pour créer en 3D autrement qu'avec un logiciel, mais pour créer vraiment avec des formes vivantes, modelées, plastiques. Alors ça, c'est donc l'université d'été qu'on a fait à Cantercel. On a travaillé des esquisses jusqu'au projet en partant du site et du climat, comme on vous l'a expliqué au début. Alors voilà, par exemple, un dessin. Donc, ce sont des dessins très vivants hein, qui sont faits avec le crayon, pas avec la planche et le thé et l'équerre. Parce qu'il faut vraiment que dans le trait, on sente en fait la dynamique d'une forme. Et puis, en dessous, vous avez la maquette. Voilà d'autres exemples. Donc, tout ça, c'est intégré à un site aussi. Et voilà, donc là, vous avez sur la table, en fait, les différents projets avec les esquisses devant, puis les maquettes derrière, et puis quelques maquettes en haut. Bon, j'ai pas pu tout mettre à cause du format de certaines photos, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire pendant un stage de formation qui commence par le site, le climat, et ensuite, deuxième module, donc le projet en dessin et en maquette. Et j'ai terminé. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Alors, je vous propose. Alors, il nous reste quelques minutes pour essayer de tenir l'horaire. Je pensais qu'on irait un petit peu plus vite, mais voilà, on va essayer de terminer comme on avait prévu à 19 h. Ce que je vous propose, c'est de répondre à quelques questions et d'initier l'échange avec des questions qu'on a préparées. Alors là, on a. Hop. Hop.
Jean-Luc, tu voulais peut-être commencer par ta question, qui est une question ouverte. Là, moi, je n'ai pas sous les yeux ma question. Je pense que Avez-vous remarqué en observant, avez-vous le sentiment que le corps a toujours sa place? Non. l'architecture contemporaine, dans l'architecture actuelle. Alors non, j'ai pris une question un petit peu au hasard, du coup. Bon, ça c'est la question. Est-ce que vous avez déjà remarqué en observant un arbre un geste, un mouvement général qu'on retrouve dans chacune de ses parties? Oui ou non? On voit les fins observateurs. Ah ben Et... quand même. Ah ben c'est encourageant. Donc on est à... Alors je sais pas si les auditeurs voient les résultats, mais là on a 54% de réponses et on a 40% de oui, 27% de non. Eh ben bravo. Hop là. Donc ceux qui ont dit non, ben, vous pouvez commencer à regarder parce que vous verrez, c'est très intéressant. Hop, je vais passer à la question suivante. Hop. Alors, avez-vous le sentiment que le corps a toujours sa place dans l'architecture actuelle? Alors ça, je crois que c'est une question d'Isabelle aussi, hein. Non, Non, c'est de Jean-Luc. que C'est j'ai. Jean-Luc. Ok. Mais là, je ne vois pas voilà. On ne sait pas si c'est oui. Ah D'accord. non, non, j'ai mis que c'était une question ouverte. Zut, oui, non. Ah bah attendez, on va voir les résultats après, je pense. Hmm. Tac. Ah ben j'ai un problème. Là, j'ai raté. J'ai mis une question ouverte d'une question fermée et on voit pas les résultats. Bon, c'est pas grave, hein, c'était la première fois qu'on. De toute façon, on vous rediffusera les résultats après, le webinaire. Eh ben, j'ai l'impression, malgré les couleurs qui apparaissent, que c'est plutôt le nom, d'après ce que j'ai vu dans dans le précédent questionnaire, c'est plutôt le nom pour l'instant. C'est que les gens ressentent effectivement le fait que le corps n'est pas réellement sa place dans l'architecture actuelle. Et c'est vrai qu'on a énormément de projets réalisés qui sont liés directement à la ligne droite. Alors bien sûr, phénomène économique, phénomène de société, phénomène esthétique, c'est des choix. Mais effectivement, le fait est que le retour l'exprime. Euh, Évidemment, le corps ne s'y retrouve pas. Or, l'habitat, quel qu'il soit, bureau, lieu de travail ou lieu de résidence, eh ben, c'est quand même un lieu où le corps doit se sentir à l'aise, où le corps est essentiellement mis en œuvre dans ses mouvements et dans sa gestuelle, que ce soit encore une fois le travail et l'habitat ou la résidence ou autre. Et on voit bien que là, chacun est bien d'accord avec le fait que l'architecture actuelle ne répond pas aux besoins du corps. Et c'est là où l'intérêt de l'architecture organique est de retourner la réflexion et de l'amener à se trouver en position de donner au corps le sentiment d'être à sa place dans son bâtiment. Alors, je vais tenter une dernière question. Alors, on va peut-être prendre les questions, parce que là, je vois une super question de Jean-Michel Mésange, Jean-Michel Mésange qui s'avère être aussi un formateur de Gara, et qui pose une très bonne question. Abordez-vous la notion des matériaux dans votre formation? Premier contact esthétique et physique quand on est dans la maison. Oui, évidemment, là je réponds, c'est un des éléments que je développe, mais que tout le monde peut développer, mais c'est un des éléments que je développe. Et effectivement, d'abord, les matériaux sont majoritairement des matériaux de type écologique, des matériaux recyclables, des bilans carbone minimum, des matériaux qui ont plutôt une expression d'énergie forte, positive, rassurante, paisible, et des matériaux parfaitement recyclables, voire parfois des matériaux ou des matériels recyclés. Donc, dans l'esprit, on est dans la dynamique générale, dans le mouvement actuel, puisque l'architecture écologique, on la porte depuis 40 ans de métier.
Donc effectivement, là, on répond, là, on s'y retrouve, c'est bien ces matériaux-là, et on met ces matériaux en interconnexion d'ailleurs avec tout ce qui va être bioclimatique, notion de confort intérieur, et bien entendu, réaction esthétique, un matériau. Actuellement, on recouvre tout avec définition lisse, définition d'enduit, définition qui rattrape éventuellement les imperfections des supports, alors qu'en réalité, en architecture organique, on va tenter de laisser en apparence un certain nombre d'éléments structurels, un certain nombre de matériaux structurels qui seront donnés à l'état brut, pourquoi pas, et qui permettront de rattacher réellement le projet à son environnement, à son socle, de donner les points forts d'appui et de garder ce sentiment de lien avec la réalité, avec la nature et avec l'environnement. C'est sûr que quand on tartine tout de blanc avec un matériau fini, lisse et sans forcément exprimer beaucoup de sentiments ou d'émotions, et on est dans la mentalisation totale et on est loin du corps. Donc oui, on répond avec le travail et on fera un petit module qui donnera dans la formation, qui donnera un certain nombre de réponses à ces points-là. Alors, alors c'est pas forcément une question, mais c'est une réflexion de Nathalie Larche, qui a beaucoup écrit sur le chat pendant que vous interveniez. Toute idée doit être replacée dans son contexte. Une idée en 2021, certes, est toujours idéale, mais ici, de nos jours, il semble que le maître d'ouvrage a plus d'influence que les idées d'architectes. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? J'ai fait une petite réflexion en disant que peut-être on a des relations avec les maîtres d'ouvrage, bien entendu. Je dirais, mais trop réfléchir de la sorte dès le départ, c'est peut-être ce que j'ai répondu sur ma question, c'est donner d'emblée tout pouvoir au maître d'ouvrage. Je veux dire qu'au départ, il faut venir dans la relation maître d'ouvrage, il faut que le maître d'ouvrage soit en accord avec cette idée. Si, je veux dire, on ne va pas imposer l'architecture organique partout, la notion même d'organicité n'est pas là pour s'imposer. On n'est pas là pour forcément tout construire de cette façon-là. On est là pour faire une formation sur la manière d'aborder l'architecture organique. Et le maître d'ouvrage qui a envie de travailler avec cette sensibilité trouvera dans celui qui a cette démarche d'organicité les réponses qu'il recherche. L'objectif n'est pas de tartiner toutes les architectures à venir dans une architecture organique, même si il est intéressant de se dire que dans l'avenir, plus de sensibilité est recherchée, plus d'approche de la nature et de l'environnement est recherchée. Et il est probable qu'il peut y avoir une tendance, mais à long terme, dans une culture à long terme qui s'établisse et qui amène les individus et les maîtres d'ouvrage d'avenir, maîtres d'ouvrage qu'ils soient privés, publics ou quoi, à se tourner vers une architecture réellement pensée en termes d'organicité. Pourquoi pas? En tout cas, on peut toujours rêver et ça, je ne vais pas me l'interdire. Est-ce que... merci pour cette belle réponse. Est-ce que nous avons d'autres questions? Tac, 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 tac. Pas d'autres questions. Bon, eh bien, il est 19h03. Il me semble qu'il est temps de conclure. Merci beaucoup à vous deux d'être là ce soir pour présenter quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur et qui vous anime, qui a animé l'ensemble de votre carrière, l'architecture organique. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir, et ils ont été nombreux. Voilà. J'espère avoir l'occasion plus individuellement de vous rencontrer, de vous connaître. N'hésitez pas à envoyer des mails, à appeler. Je voulais simplement vous montrer une petite chose. Oui, je vais saluer quand même. Je vois à peu près qui m'écrit. Je la salue. D'accord. Et je voulais vous dire que vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, simplement en tapant Gara, n'oubliez pas le H, GHARA.fr. Voilà, pour d'autres formations, pour des formations ou pour d'autres webinaires, il y en aura plein au cours de l'année, plein au moins 12 en 2022 au minimum. Voilà. Et au revoir Jean-Luc, au revoir Isabelle. Au revoir Hugues, merci beaucoup Au revoir. pour le centre de formation. Longue vie. Merci. Allez, au revoir et à bientôt.